Alors à la une du talk, c'est le projet de loi sur la régulation et l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique. Il a été adopté par les députés, on en a déjà parlé dans Smart Tech, et il prévoit que notamment la Hadopi, qui est connue pour sa riposte graduée face au téléchargement qu'on dit illégal, fusionne avec le CSA. Naîtra alors une nouvelle entité qui s'appellera l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. On va voir tout de suite ce que ça va changer en matière de lutte contre le téléchargement ou le streaming illégal, ce qu'il faut penser, ce qu'on peut penser de ce nouveau dispositif. Et pour ça, on va avoir des points de vue variés dans Smart Tech avec nous d'ailleurs en visio Pauline Blassel, secrétaire générale de la Hadopi, la haute autorité donc pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet qui a été créée par la loi du 12 juin 2009 et donc qui va se transformer. Et en plateau, Florie Marie, membre du Conseil des relations publiques et porte-parole du Parti pirate français, ainsi que vice-présidente du Parti pirate européen. Parti pirate, en quelques mots, prône un renouveau démocratique sur la base d'outils numériques. Si je résume très rapidement. Bonjour à toutes les deux, merci de participer à ce débat. Je voudrais qu'on commence ensemble, Pauline Blassel, donc de la Hadopi. Déjà sur votre observation de l'utilisation licite, illicite des œuvres culturelles ou soumises à un droit d'auteur sur Internet. Oui. Alors, quand l'Hadopi a été créée il y a une dizaine d'années, et les pratiques illicites s'opéraient majoritairement en pair à pair. Il y avait à l'époque 8 à 9 millions d'utilisateurs de ce type de pratiques. Ces pratiques-là, pour lesquelles on a le dispositif que vous avez cité de réponse graduée, on a pu, ces 10 dernières années, les faire diminuer de façon drastique, c'est-à-dire de plus de 60%, de sorte qu'il y a aujourd'hui un peu moins de 3 millions d'utilisateurs illicites des réseaux pair à pair. En revanche, dans cette même période, on a vu se développer d'autres types de pratiques illicites qui utilisent notamment le streaming et le téléchargement direct, et qui ont fédéré jusqu'à 15 à 16 millions d'utilisateurs mensuels jusque dans les années 2016-2017. On a réussi, en travaillant avec les ayants droit, endiguer la progression de ces pratiques, mais on a toujours aujourd'hui 10 à 12 millions d'utilisateurs illicites en streaming ou en téléchargement direct. Et c'est ces pratiques-là que le projet de loi vise à pouvoir faire diminuer. C'est ça, donc en fait, vous associez l'évolution de la Hadopi à l'évolution des usages contre lesquels vous travaillez aujourd'hui. Cette modification, selon vous, elle est liée à quoi, cette modification des usages? Est-ce que vous pensez que c'est lié au dispositif qui avait été mis en place avec la riposte graduée, donc une forme de répression finalement des internautes, ou est-ce que c'est aussi le fruit de la naissance d'abonnements payants qui ont permis finalement de faire rentrer dans le champ de la légalité tout un tas d'internautes? Non, bien sûr, c'est en réalité une action conjuguée à la fois des acteurs de la création et de l'autorité publique. C'est vrai que la procédure de réponse graduée a clairement permis de sensibiliser un grand nombre d'utilisateurs, mais cette démarche, elle va de pair avec le développement de l'offre légale qui est très abouti dans le domaine de la musique, qui est aujourd'hui aussi abouti dans le domaine de l'audiovisuel. Et la conjugaison de ces efforts, c'est effectivement ce qui permet de limiter le développement de ces pratiques. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, l'autorité n'avait à peu près pas de moyens pour s'attaquer directement aux services contrefaisants. Donc concrètement, qu'est-ce qui pouvait se passer? Les ayants droit pouvaient et peuvent toujours saisir le juge et demander à ce que les services qui vivent du piratage soient bloqués. Mais ce sont des procédures qui déjà peuvent être relativement longues et coûteuses, et surtout, dès que le juge prend la décision de bloquer un service illicite, en général dans les jours ou dans les semaines qui viennent, ce service réapparaît sous une nouvelle forme, accessible depuis une autre adresse, etc. et le problème recommence. Donc ce qu'apporte le projet de loi, c'est la possibilité de construire vraiment un partenariat entre l'autorité publique, les ayants droit et le juge, pour qu'on puisse s'attaquer à ces services illicites en amont de la décision du juge et en aval pour s'assurer qu'ils restent durablement bloqués. Alors, Florie Marie, quand vous entendez l'évolution, la transformation de cette Hadopi et la promesse finalement de passer, si je schématise encore, d'une riposte graduée qui va continuer, mais en tout cas de passer d'un mode répression des internautes à
je vais m'attaquer aux sites qui diffusent ces contenus. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre analyse? Je pense qu'on a de bonnes raisons de continuer à exister finalement, parce que, comme vous le savez, le Parti Pirate avait été créé à la base à la naissance d'Adopi. En fait, on s'était organisé justement contre cette haute autorité et contre la surveillance des pratiques de téléchargement en ligne. J'entends très bien les arguments donc j'ai oublié, je suis désolée. De la Hadopi, de Pauline Blasel. Ouais, oui. De Pauline Blasel. Je les entends très bien, mais on voit, nous, on a observé aussi très bien les différentes pratiques qui ont été mises en place et qui se sont développées avec justement cette riposte gratuite. On a vu l'évolution du téléchargement illégal, l'évolution de nouveaux dispositifs qui permettent justement de protéger les personnes qui téléchargent illégalement des contenus culturels avec des systèmes de VPN, avec des systèmes de téléchargement. En fait, on a transformé le téléchargement exprès pour justement éviter de passer par cette riposte graduée. On est sorti d'un système de téléchargement qui est peer-to-peer pour aller vers du système de streaming. Ouais. Et c'est dommage parce que le peer-to-peer est une utilisation vertueuse d'Internet. Finalement, on a diabolisé cette technologie. Finalement. Exactement, on a diabolisé la technologie qui était la plus vertueuse d'Internet. Ce qui est un peu dommage finalement. Le principe d'échange de pair à pair. Exactement, le principe d'échange de pair à pair. On peut aujourd'hui toujours utiliser le pair à pair pour échanger du contenu, pas forcément du contenu illégal, bien sûr. On peut échanger des contenus légaux, totalement légaux sur du pair à pair. Mais le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de personnes qui utilisent ça et de plus en plus de personnes qui vont utiliser du coup des systèmes de téléchargement, streaming, qui vont être hébergés par des plateformes qui vont faire énormément de publicité et donc polluer finalement, parce que la publicité sur Internet, ça pollue. Le système de pair à pair a cet avantage-là de pas permettre la publicité, de pas permettre l'évolution du système de consommation sur Internet. Donc du coup, la Hadopi, en fait, elle a eu des effets pervers. Elle a provoqué la mort à petit feu de certains systèmes qui étaient vertueux et l'évolution de certains systèmes qui le sont beaucoup moins. Donc sans forcément d'efficacité sur le but recherché qui était de protéger le droit d'auteur. On a tendance à sortir assez régulièrement, nous, les militants contre la haute autorité, on a tendance à sortir assez régulièrement les chiffres. Concrètement, c'est 87 millions de recettes, de bénéfices, contre 82 millions de dépenses publiques pour la Hadopi. Donc c'est pas. Alors bien sûr, la Hadopi n'a pas vocation à faire du bénéfice. Bien sûr, c'est pas son objectif. On n'a pas non plus les retours par rapport aux ayants droit. Après, la question c'est concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire contre le téléchargement illégal sur Internet sans impacter la vie privée des personnes qui vont utiliser Internet globalement. Et je ne crois pas que associer la Hadopi avec le CSA soit la meilleure idée du monde. C'est même très dangereux finalement, parce que le CSA va avoir encore plus de pouvoir et de pouvoir de nuisance sur les systèmes qui existent déjà aujourd'hui, sur tout un tas de plateformes qui existent aujourd'hui et qui permettent de créer du contenu finalement. Et on voit déjà ce qui se passe avec les algorithmes sur YouTube, on voit déjà ce qui se passe avec les algorithmes sur Twitch. C'est cette volonté de réguler Internet qui vous effraie. Oui. Je ne vais pas essayer de vous mettre d'accord toutes les deux, c'est pas du tout l'objectif, c'est plutôt de donner l'ensemble des arguments des deux côtés. Pauline Blasel, moi je voulais vous interroger sur ce que ça représentait finalement comme manque à gagner le piratage aujourd'hui d'œuvres culturelles. Oui, c'est effectivement un chiffre qui est très important. Pour l'introduire, je réagis à ce que vous disiez, Madame Marie, sur le budget de l'institution et ce qui est rapporté, parce qu'effectivement, c'est un chiffre que j'entends très très souvent. Je suis plutôt contente que vous me donniez l'occasion d'y répondre, parce que c'est à la fois un contresens, mais c'est aussi une logique que, pour le coup, nous, on considère assez dangereuse. L'objectif de la Hadopi, ça n'a jamais été de donner des amendes. Le but, c'est que les gens changent de comportement. On n'espère pas leur donner un maximum d'amendes et on considère que l'objectif de faire changer leur comportement, c'est en grande partie ce à quoi on a abouti avec la procédure de réponse graduée, sachant que je vous avoue que je trouve que c'est nous faire beaucoup d'honneur que de penser que nous sommes seuls à l'origine de l'émergence du streaming et du téléchargement direct, qui est un développement technologique qui dépasse largement la France.
Donc notre objectif n'est pas d'obtenir des amendes, mais de faire en sorte que les gens changent de comportement. Comme vous le dites très justement, on n'est pas une entreprise privée. Donc comme on est une autorité publique au service de la mise en œuvre d'une politique publique, donc on n'est pas évalué à l'argent qu'on rapporterait. Et si jamais c'était le cas, si on fait 2 secondes l'exercice de faire cette même réflexion, par exemple, s'agissant de la police ou de la justice, ça voudrait dire qu'une action publique doit se financer grâce aux amendes qu'elle génère. Donc ça veut dire que si elle manque de budget, d'un coup, il faut envoyer plus de sanctions pour avoir un budget à l'équilibre. Ça, cette logique-là, on la trouve, on va nous, pas extrêmement... débattre là-dessus, Pauline Blassel. Je pense que la question qui est posée, c'est plus l'ensemble du budget consacré à mettre en place une riposte graduée qui, finalement, ne vise pas forcément l'objectif recherché. Qu'est-ce qu'il en est de... Il est à mettre en regard avec la question que vous posiez, c'est-à-dire le coût du piratage. Voilà. Qui est d'1 milliard d'euros par an, dont 300 millions d'euros de pertes en recettes fiscales et sociales pour l'État. Donc je dirais que ce qui coûte vraiment cher, c'est le piratage et pas l'Hadopi. Et alors là, quand on voit l'évolution de la Hadopi en Arcom, et vous dites on va davantage travailler sur les sites de streaming aujourd'hui qui diffusent notamment beaucoup de compétitions sportives, d'événements importants autour du football par exemple. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous n'allez pas travailler, quand vous dites on n'est pas un organisme privé, est-ce que vous n'allez pas finalement travailler juste au secours d'industries qui se sentent plus menacées aujourd'hui que l'industrie musique ou cinéma qui a presque résolu son problème? Excellente question. Alors, parce que vous parlez du piratage sportif. Le piratage sportif, il faut bien... C'est-à-dire là, on a deux... Non, ma question, c'est plutôt, est-ce que vous ne venez pas au secours d'industries audiovisuelles et sportives avec ce nouveau projet? Ah mais si, notamment. Bien sûr. Alors, j'imagine que la question, c'est de savoir dans quelle mesure on participe au bénéfice d'intérêts privés. Que ce soit les entreprises audiovisuelles sont évidemment des acteurs essentiels du financement de la création, et donc ce sont des entreprises pour lesquelles, quand on lutte contre le piratage culturel, c'est aussi pour protéger la façon dont elles financent la création. Et puis le piratage de retransmission sportive, là aussi, c'est un sujet pour l'État, pour différentes raisons. Évidemment, parce que, comme je vous le dis, ça génère un manque à gagner qui, en réalité, a des retombées aussi sur les recettes fiscales et sociales de l'État. Et parce que derrière le financement des manifestations sportives, il y a aussi le financement du sport amateur. Et donc, finalement, la possibilité de développer la pratique sportive sur notre territoire. Donc, ce sont des choses où l'État n'intervient pas seul, mais où on intervient aux côtés des ayants droit, parce que ce sont des sujets desquels on considère qu'ils ont un impact sur l'ordre public et qu'il est normal que l'État prenne sa part pour protéger ses activités. Alors maintenant, Florie-Marie, moi j'ai envie de vous poser la question parce que le Parti pirate, effectivement, se fonde sur l'idée du partage de la connaissance et de la culture, mais comment on fait pour à la fois avoir cette idée du partage entre internautes et protéger aussi les œuvres culturelles et les droits d'auteur? Alors nous, ce qu'on propose, et ce qu'on proposait, et ce qui aurait été bien de mettre en place à la place de Hadopi, finalement, il y a une dizaine d'années, c'était la licence globale. Le principe de licence globale, c'est ce qui a été développé depuis par exemple Spotify ou Deezer, qui sont des systèmes de streaming légaux, finalement, de musique. Et c'est, nous, ce qu'on voulait mettre en place, c'était un système qui était, du coup, pris en charge par l'État plutôt que par un intervenant privé. C'est-à-dire on ajoutait quelques euros à son abonnement Internet? Oui, ou quelques euros de plus à la redevance télé, par exemple, vu qu'on paye tous une redevance télé, jusqu'à preuve du contraire, qui finance en partie aussi la culture que la Hadopi souhaite aujourd'hui financer en plus, ce qui est tout à son honneur, bien sûr. Mais bon, la redevance télé est quand même une partie du financement de la télévision, de France Télévisions, par exemple. Et nous, on estimait, alors je propose la redevance télé, mais ça pourrait très bien être également ce que vous disiez, on proposait de faire payer quelques euros à chaque personne qui souhaite avoir accès à la licence globale pour avoir accès à tout le contenu musical. Et du coup, on est là, au-delà d'un système de téléchargement illégal. Enfin, c'est du téléchargement, c'est même pas du téléchargement, c'est du streaming, mise à disposition de toute la musique auprès de tout le monde. Ce qu'a fait Spotify, ce qu'a fait Deezer, et ce qui existe aujourd'hui, on va dire, alors c'est pas grâce à la Hadopi, même si Deezer est une entreprise française, mais ça a quand même été, on peut pas le nier, ça a quand même été
même émergé grâce à des systèmes qui empêchaient le téléchargement illégal. Alors j'entends aussi Pauline Blassel qui disait tout à l'heure que Adopi n'a pas créé les systèmes différents de streaming. Mais il faut quand même avouer qu'il n'y a pas qu'en France qu'on milite, qu'on lutte, que des États luttent contre le téléchargement illégal, c'est partout. Nous, notre parti, il a été créé en Suède contre The Pirate Bay, donc c'était aussi contre un site qui mettait à disposition des liens pour aller accéder à des contenus culturels. Donc c'est pas que en France, c'est partout dans le monde qu'il y a ce genre de lutte qui existe. Enfin partout dans le monde, dans certains pays où on est encore un peu tranquille. On l'encourage pas forcément, mais on est un peu tranquille, on va dire. J'ai des amis au Canada, par exemple, qui sont qui sont pas du tout embêtés par ce genre de système. Donc là, en France, en Europe globalement, on a des systèmes qui vont qui vont tenter d'empêcher ce téléchargement illégal et qui vont du coup permettre et du coup je parlais de Spotify qui est donc suédois, qui vont permettre la mise à disposition de contenus via des systèmes légaux, mais l'enrichissement de personnes et d'entreprises privées finalement, en dépit des auteurs, en dépit des artistes. Et moi je tiens vraiment à parler des artistes plutôt que des ayants droit, parce que pour nous ce qui est important c'est comment est-ce qu'on paye les artistes, comment est-ce qu'on finance l'art, et pas comment est-ce qu'on finance les personnes qui gagnent de l'argent à travers les artistes. Pauline Blassel, si j'ai bien suivi, là, le texte doit passer encore en commission paritaire et donc pourrait être adopté d'ici la fin de l'été, c'est ça, fin août? Il est passé déjà en commission mixte paritaire le 1er juillet, donc il y a eu un accord entre les parlementaires et il doit y avoir maintenant une lecture finale à la rentrée. D'accord, donc a priori ça va bouger à la rentrée. Alors si vous pouvez juste nous résumer en 3 étapes peut-être ce qui va changer concrètement donc à partir de la rentrée. Alors, sur les nouvelles lectures du texte, a priori, n'entraîneront pas véritablement de modifications puisque les 2 chambres ont trouvé un accord. Ce qui va changer, c'est à partir du 1er janvier 2022, où effectivement l'Adopi sera fusionnée avec le CSA, ce qui portera à création de l'Arcom. Et c'est donc à partir de ce moment-là, du 1er janvier 2022 seulement, qu'on va pouvoir commencer à mettre en œuvre les nouveaux moyens de lutte contre le piratage culturel et sportif. La procédure de réponse graduée, comme vous l'avez indiqué, va suivre son cours comme c'est le cas aujourd'hui. On aura simplement maintenant la possibilité à l'Arcom d'identifier les services illicites, d'engager des démarches pour essayer de les isoler et de les fragiliser, d'accompagner les ayants droit dans leur procédure auprès du juge et d'intervenir à l'issue des décisions du juge pour demander directement aux intermédiaires de bloquer tous les services qui auront déjà fait l'objet d'une décision de justice. Et ça sera également dans le cas dans le domaine des retransmissions sportives. De la même façon, après une première décision du juge qui est évidemment indispensable, l'autorité pourra directement demander à ce que les services qui retransmettent la compétition de façon illicite puissent être bloqués. Et vous avez toujours des compétences, j'imagine, sur la mise en avant de l'offre légale ou aussi le travail sur les mesures techniques de protection ? Oui, bien sûr. Donc la mission d'encouragement au développement de l'offre légale, elle se poursuit. Il y a cette fois une certaine liberté qui est donnée à l'autorité pour définir les outils auxquels elle aura recours. Mais c'est évidemment très important, même dans l'esprit d'Adopi depuis le départ, d'avoir cet équilibre qui consiste à encourager l'offre légale qui s'est très significativement développée ces 10 dernières années. Et par ailleurs, alors je ne sais pas si c'est ce à quoi vous faites référence, mais l'autorité aura aussi la charge de mettre en œuvre des éléments de la directive sur le droit d'auteur, et donc en particulier de réguler les technologies de reconnaissance de contenu que mettront en place les plateformes. Ce qui, j'imagine, pourrait ouvrir un nouveau long débat entre Madame Marie et moi, puisqu'il s'agit de la mise en œuvre de l'article 17 de la directive sur le droit d'auteur. Donc on a à l'Adopi déjà maintenant, depuis l'ordonnance du mois de mai dernier, la mission de mettre en œuvre. Ok, ben justement, voilà, vous me faites une parfaite transition, transition en conclusion, on va dire, puisque je pense qu'avec les échéances électorales et les nouveaux dispositifs au sein du CSA, on va beaucoup parler du sujet de la régulation d'Internet à la rentrée. Merci beaucoup pour vos éclairages, Pauline Blassel, secrétaire générale de la Adopi, et Florie Marie, porte-parole du Parti Pirate Français. On suivra quelles sont d'ailleurs les motivations en matière de régulation de votre parti. Juste après la pause, on va retrouver notre gentleman et les 5 bonnes résolutions à suivre.